je commence, Mathieu va arriver. Pour introduire cette dernière table ronde, je voulais juste mentionner que certes, les personnes qui ont des problèmes d'addiction en général restent des personnes qui ont des besoins sociaux dont les réponses ne peuvent pas être conditionnées aux soins de leur addiction. Or, c'est souvent ce qui se passe aujourd'hui. Et que on doit nous s'interroger du fait de cette conditionnalité qu'on met aux services d'hébergement et aux soins sociaux, on doit s'interroger sur ce que ça provoque de non-recours de la part des publics concernés et la perte de chance. On sait que le manque d'hébergement, l'absence d'hébergement constitue une énorme perte de chance par rapport à la qualité de vie et de survie des personnes. Donc, on a vraiment à s'interroger sur nos pratiques. Donc, merci de nous faire part de vos expériences de CHRS admettant, tolérant, organisant les consommations d'alcool. Régulant. Je pense qu'il y a de la régulation quand même. La possibilité, c'est aussi réguler. Bonjour, je sais que c'est un exercice qui n'est pas évident pour vous comme pour nous, là, à 12h20, en fin de matinée, peut-être même début d'après-midi. On va, avec Souleymane Ba, vous présenter une expérimentation que l'on a menée depuis 2 ans maintenant au CHRS Georges Dunant. Donc moi, pour me présenter, je m'appelle Franck Mouliu, je suis éducateur spécialisé. Ça fait 19 ans que je travaille dans le champ de l'addicto et entre autres à l'ANPA, que je vais vous présenter juste après. Je laisse Souleymane dire un mot. Bonjour, donc, je m'appelle Souleymane Ba, je suis responsable du CHRS, justement qui a accueilli cette expérimentation au niveau de la notion de RDR. Donc c'est un CHRS qui existe depuis 2007. Donc je pense que c'est une première à l'association Emmaüs. C'est-à-dire qu'un CHRS accepte donc de réfléchir sur cette notion de réduction des risques. Alors, donc ce CHRS se trouve dans le 14e arrondissement. Je voulais quand même présenter en 2 mots pour parler un peu de ce CHRS qui a une capacité d'accueil de 54 hébergés, dont 10 femmes et 44 hommes. C'est un CHRS qui accueille essentiellement des personnes dans une démarche de soins. Bon, cela ne veut pas dire que c'est des pathologies invalidantes, loin de là. C'est des personnes autonomes qui vaquent à leurs occupations, qui travaillent la plupart, et donc qui ont parfois des pathologies évolutives et chroniques. Bon. Donc je voudrais quand même revenir un mot sur le contexte au départ. Après, je laisserai la parole à mon collègue Franck. C'est par rapport au contexte à partir duquel on est parti pour justement arriver à ce projet expérimental avec l'ANPA. Donc, le diagnostic partagé, bon, je l'ai entendu ce matin avec la plupart des intervenants. Je vais peut-être me répéter, mais c'est à peu près pareil. Hein, c'est-à-dire que nous avons constaté qu'effectivement, puisque dans tous les règlements en vigueur, règlements de fonctionnement dans les centres d'hébergement Emmaüs, c'est mentionné clairement que la consommation d'alcool est prohibée. Donc, c'est une introduction absolue. Ce qui fait que, bon, nous avons constaté, et il y a des indicateurs qui sont là, hein, parce que les personnes, donc, ça a été dit ce matin, reviennent complètement alcoolisées au centre. Nous avons constaté beaucoup de canettes d'alcool jetées un peu partout, aux abords de la structure, à l'intérieur de la structure, un peu partout, dans les toilettes, dans les salles de bain, un peu partout, parce que, bon, c'est interdit, donc on se débrouille comme on peut. Donc, ce qui fait que nous avons donc, nous nous sommes dit, est-ce que l'interdiction n'expose pas à de la surconsommation? Bon, maintenant, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais quand même laisser mon collègue Franck parler un peu de
Peut-être rapidement pour vous présenter, nous, à l'ANPA, on travaille depuis plus de 15 ans maintenant avec l'association Emmaüs Solidarité, dont certains responsables sont ici dans la salle. On a quand même une certaine expérience à l'ANPA de ce travail dans le champ de la précarité, puisqu'un petit rappel comme ça, on vous l'a mis en diapo, mais l'ANPA, c'est un peu plus de 1500 salariés, c'est 100 XAPA sur l'ensemble du territoire, dont 4 XAPA parisiens et 10 CARUD. L'ANPA 75 et Emmaüs Solidarité, c'est une longue histoire, j'allais dire maintenant, puisqu'on a commencé en 2002 à travailler en partenariat ensemble, et depuis 2010, on a une convention ensemble, une convention qui met en place des formations des professionnels de l'association Emmaüs Solidarité, mais également des ateliers auprès des personnes hébergées ou accueillies dans la structure, et également d'échanges de pratiques auprès des professionnels de l'association Emmaüs. Donc une histoire qui est importante. Il y a vraiment quelque chose qui s'est construit entre nos deux structures, et on a eu une approche de l'alcool et une réflexion sur la réduction alcool. Non pas c'est pas une réflexion qui date de quelques mois, mais une réflexion qui a mûri depuis plusieurs années, et on s'est servi aussi d'autres expériences de l'ANPA pour essayer de construire une expérimentation qui soit solide et qui puisse durer, puisque je le souligne ici, on avait une première expérience d'expérimentation avec l'association, avec la MICPIN en 2008. C'est Christophe Joncard, que certains d'entre vous connaissent sûrement, qui travaille dans l'équipe de Cap 14, dans le XAPA Cap 14 de l'ANPA, qui en 2008, au niveau de la MICPIN, pendant 2 ans, ils avaient accompagné une expérimentation d'autorisation de l'alcool dans les espaces collectifs. Comment est né ce projet? Comme a commencé à le dire Souleymane, des problématiques récurrentes. Excusez-moi, j'essaie d'être coordonné entre le diaporama derrière et notre parole. Des problématiques récurrentes, on ne va pas revenir dessus. Je pense que ce matin, il y a eu une belle introduction. C'est des personnes refusées à l'entrée le soir. Pourquoi? Parce que trop alcoolisées, des personnes qui rentrent, qui créent des problèmes dans la structure, des personnes qui s'alcoolisent à outrance avant de rentrer parce qu'il y a un interdit de la consommation d'alcool dans la structure, des personnes qui quittent la structure très tôt le matin parce qu'ils sont en manque, parce qu'ils ne se sont pas assez chargés la veille. Voilà, un ensemble de problématiques rencontrées, des problématiques qu'on a entendues durant toute cette matinée, qui sont les mêmes qu'on soit à Paris, mais aussi qu'on soit à Marseille, à Lille ou n'importe où. C'est des problématiques qui reviennent dans toutes les structures. Face à ça, il y a eu quand même des échanges, et vraiment on a essayé de construire ensemble un projet qui puisse prendre en considération et en compte les hébergés, les accueillis des structures. Donc on est parti, comment est né le projet? De constats donc partagés entre les professionnels et de l'ANPA et des professionnels d'Emmaüs Solidarité, de problématiques récurrentes, on ne va pas revenir dessus, de questionnements de l'équipe du CHRS qui se dit mais est-ce que ce qui est mis en place actuellement, c'est ce que tu disais, cet interdit total de l'alcool, est-ce que c'est vraiment une solution? Est-ce que c'est un moyen? Est-ce que c'est convenable? Est-ce qu'on n'est pas aussi dans une certaine maltraitance aussi de nos publics, le fait d'être dans un interdit d'un produit que je rappelle, qui est une drogue qui est légale, qui est une drogue qui est réglementée. On est quand même face à un produit qui est une drogue qui est réglementée, mais que l'on interdit dans des structures du social. C'est parti donc de toutes ces réflexions, et bien sûr, sans qui ça n'aurait pas été possible, sans le soutien donc, de la direction et de la mission santé, bien sûr, d'Emmaüs Solidarité, et bien sûr de l'appui financier de la MMPCR qui a financé cette expérimentation et qui a cru en cette expérimentation. Alors, je voudrais quand même dire quelque chose de très important, en tout cas concernant notre expérience sur le centre Georges Dunant, c'est qu'il y avait une forte réticence, très forte réticence quand le projet a été présenté. Bon, moi je me rappelle, il y a eu beaucoup de remarques, des propos à la limite même fantaisistes. D'abord, au début, on pensait que c'était une plaisanterie. Comment on peut encourager, voire inciter
les personnes à consommer l'alcool. C'était ça. Enfin, on me présentait, on caricaturait comme ça. Alors, il y a un agent d'entretien qui me demande est-ce qu'il y aura un petit bar un local qu'on va transformer, voilà, dédié à ceux qui veulent consommer, etc. Bon, pour vous dire, il y a eu plein d'exemples. Je ne vais pas revenir sur tous les fantasmes et des propos vraiment fantaisistes qu'on a entendus. Et donc, d'où encore l'intervention de l'AMPA, que je salue ici, parce qu'il a fallu quand même tout un travail pédagogique, je dirais, qui a duré 1 an, parce que le projet a commencé au mois d'octobre, si j'ai bonne mémoire, 2015, et ce n'est qu'au mois de novembre passé, donc novembre 2016, que le projet réellement a commencé. C'est-à-dire que toute une année, il y a eu des échanges, il y a eu une communication. D'abord, il fallait convaincre ces réticences de la part des salariés qui disaient que ça n'ira nulle part, tout simplement. Et puis ensuite, il fallait aussi convaincre les hébergés. Nous sommes passés par des CVS. Et lors du premier CVS, je me rappelle, que n'a-t-on pas entendu, quoi? C'est-à-dire, écoutez, M. Bass, c'est une plaisanterie, quoi. Vous ne pouvez pas dire qu'on autorise dorénavant l'alcool dans le centre. Et ceux qui exprimaient leur forte réticence, c'était bien sûr les personnes qui ne consommaient pas et qui disaient que vraiment ça allait les déranger et que vraiment c'était la dérive, porte ouverte donc à toutes les dérives, quoi. Donc il a fallu l'intervention, encore une fois de plus, de l'AMPA pour réexpliquer qu'il ne s'agit pas d'autoriser, enfin il ne s'agit pas d'inciter les gens à l'alcool, c'est une autorisation encadré, j'ajoute le mot encadré parce que c'est ce qui figure maintenant sur le nouveau règlement de fonctionnement au CHRS. On a bien utilisé autorisation encadrée, ça veut dire qu'on ne laisse pas les gens aussi faire n'importe quoi. Bon, je voudrais quand même préciser aussi une chose par rapport aux réticences, c'est que nous avons par exemple l'exemple d'un ancien hébergé qui était alcoolodépendant et qui était abstinent, qui nous a dit, vous vous rendez compte à quoi vous m'exposez, quoi. Donc là, moi, ça fait plus de 3 ans que je n'ai pas bu une goutte d'alcool. Et si je commence à voir que l'alcool est autorisé autour de moi, peut-être que je vais craquer. Bon, c'était quand même, voilà, c'était très dur pour l'équipe. Bon, je pense également pour les partenaires donc de l'AMPA, parce qu'il fallait vraiment, voilà, il fallait, je pense, déjà vaincre toutes ces idées reçues. Il a fallu aussi des entretiens individuels avec les hébergés, piloté donc par l'AMPA, bien sûr, pour que voilà, tout cela se mette en place tout doucement et que les gens commencent à s'approprier le projet. C'est ça qui est important. À ce jour, bon, je vais peut-être revenir à la fin, je laisserai encore mon collègue poursuivre, mais je veux dire par là qu'il a fallu quand même vraiment passer par beaucoup de pédagogie pour que les gens s'approprient enfin le projet. Et aujourd'hui, salariés, hébergés s'approprient le projet, tout se passe bien et ça je reviendrai on va essayer en quelques diapos de vous présenter un peu la méthode. Nous on a quelque chose d'important pour nous, c'est que ça soit une expérimentation qui soit cadrée, qui était vraiment accompagnée pendant 1 an et demi, presque 2 ans. Tu as parlé de cette notion de temps et aussi de toute la résistance d'un ensemble d'acteurs, de professionnels mais aussi de résidents, et il a fallu réussir à modifier aussi les représentations de ces professionnels et de ces résidents, et ça a été un travail assez long et qui nous a amené vraiment à essayer de cadrer l'ensemble et de ne pas se précipiter comme on aurait pu le faire au départ en se disant bon voilà, on va essayer de mettre ça rapidement en place. Non, il a fallu vraiment faire avec l'ensemble des acteurs de ce centre d'hébergement. Donc une expérimentation pour faire quoi? Vous l'avez juste derrière, pour réduire les risques individuels, bien sûr, collectifs, on en a parlé ce matin. Réduire la consommation, c'est réduire aussi les dommages, c'est aussi faciliter le lien avec ces personnes pour les travailleurs sociaux, c'est aussi faciliter l'accès vers certaines structures du social. Pourquoi? Parce qu'il y a moins d'alcool, donc évidemment moins de problématiques. C'est en accompagnant donc l'équipe dans une réflexion globale autour de l'alcool, c'est en accompagnant les résidents dans leur réflexion par rapport aux produits, et c'est en mettant en place donc de nouveaux modes de fonctionnement favorisant la prévention des risques et la réduction des dommages. Qu'avons-nous fait?
on vous présente une petite fraise qui reprend l'histoire du projet. On a commencé en octobre 2015 à mettre les choses sur la table, à commencer à échanger sur la mise en place du projet. On a commencé par un travail qui était nécessaire, qui était un diagnostic partagé, qui s'est fait à partir d'entretiens des hébergés, mais aussi d'entretien auprès des professionnels. Donc nous avions mis en place une grille d'entretien qui nous a permis de mener donc des entretiens pour tous les salariés de la structure et un peu plus de la moitié des hébergés. On reviendra bien sûr sur les entretiens, ce que ça a pu, ce diagnostic partagé, ce qu'il a pu produire. On a eu bien sûr une phase de formation et ce matin on l'a entendu, cette nécessité aussi de former les professionnels. Les professionnels de la structure ont été formés sur une formation de 4 jours, une formation importante puisque ça a été aussi dans l'occasion, dans cette formation, de travailler sur leur représentation et des représentations qui étaient parfois très lourdes sur l'alcool. Et entre autres, un des outils, parce que j'ai vu que c'était dans votre pochette aujourd'hui, un des outils qui est l'abécédaire avec lequel on travaille depuis plusieurs années justement sur les représentations sur l'alcool. Cette formation alcool, elle a une particularité, c'est qu'elle a mobilisé l'ensemble des acteurs, que ce soit des personnes qui s'occupent du ménage dans la structure, aux personnes qui font la surveillance de nuit. On a souhaité que l'ensemble des professionnels de la structure soient mobilisés autour de cette formation. Pourquoi ? Parce que ceux qui sont en contact et qui sont concernés par la consommation, ce ne sont pas simplement les résidents ou certains professionnels, mais l'ensemble des professionnels. La personne ou les personnes qui ramassent les canettes au petit matin dans les parties communes sont aussi concernés par le projet que l'éducateur spécialisé qui va recevoir en entretien individuel tel ou tel résident. Donc une formation qui s'est construite avec l'équipe, qu'on a mis en place. Suite à cette formation, on a commencé à mettre en place des réflexions, des réunions pour mettre en place du changement. Et en parallèle de ces réunions qui se sont faites, vous allez le voir, en partenariat bien sûr, de façon dans une démarche, j'allais dire, communautaire entre hébergés professionnels et professionnels aussi de l'ANPA. En parallèle, nous avons mis en place des ateliers collectifs avec les hébergés, des ateliers santé, on a dû mettre une bonne quinzaine d'ateliers santé avec les hébergés pour accompagner justement sur cette question l'ensemble des résidents. Suite à ça, une année est passée et au mois novembre 2016, nous avons mis en place l'expérimentation avec une phase en amont, c'est-à-dire une phase d'observation de ce qui se passait avec une grille d'observation. On a pu observer ce qui se passait dans la structure avec un interdit de l'alcool. Et ensuite, nous avons fait une phase d'observation avec une autorisation de l'alcool dans la structure. Ce qui a permis aussi de comparer et d'avoir des indicateurs fiables. Pour nous, l'objectif, c'était de ne pas être dans l'idée du fantasme de dire bah oui, si on autorise, ça va aller mieux. Et c'était vraiment d'avoir des éléments qui puissent nous permettre vraiment de pouvoir évaluer, de quantifier les évolutions sur un ensemble de thèmes. Et depuis la mise en place, on reviendra dessus, depuis la mise en place cet hiver là, de l'autorisation de l'alcool, une supervision et un accompagnement de l'équipe qui se continue dans l'objectif de pouvoir solidifier justement cette expérimentation et que ça soit quelque chose qui rentre dans le fonctionnement logique et naturel de la structure. Qu'avons-nous appris du diagnostic ? Tout d'abord, un diagnostic qui est partagé, qui s'est fait donc à partir d'entretiens individuels avec les professionnels et les résidents, des représentations très négatives de l'alcool. Voilà. Un ennui, un isolement, un manque de valorisation, c'était ce qui nous était renvoyé par les hébergés. Des pratiques de consommation cachées. Ils nous disaient, on consomme, mais c'est caché. Voilà, on consomme, au point où certains professionnels, entre des professionnels de nuit et de jour, certains découvraient la consommation de certains hébergés. Pour eux, elles étaient complètement cachées. Nous, on dit souvent que le déni, il n'est pas simplement chez les personnes, il y a aussi un déni institutionnel. Il y a aussi une façon de fermer les yeux et de ne pas vouloir voir ce qui se passe dans la structure.
Il y a également le diagnostic qui a ressorti des interprétations variables du règlement de fonctionnement qui n'étaient pas compris forcément de la même façon par tous, que ce soit professionnels comme les résidents. Et bien sûr, des applications différentes du règlement de fonctionnement par les professionnels. Certains sanctionnaient, d'autres fermaient les yeux, d'autres essayaient plutôt d'être dans un échange, dans une discussion par rapport au fait, par exemple, de rentrer avec de l'alcool dans la structure. Donc ça a été quelque chose qu'il fallait absolument qu'on mette aussi à plat et qu'on puisse discuter, qu'on puisse échanger sans trop de passion. Et dans les diagnostics, qu'est-ce qui est ressorti? C'est évidemment les conséquences des alcoolisations dans la vie quotidienne, les nuisances, les comportements, un climat assez compliqué dans la structure du fait d'alcoolisation de certains, et non pas de la majorité, mais il suffit de quelques personnes très très alcoolisées dans la structure pour mettre en place un climat assez gênant, assez dérangeant pour l'ensemble des hébergés. Et ce qui ressortait, c'est pour ça qu'on l'a souligné, ce qui ressortait, c'était la nuit. L'angoisse des professionnels et des résidents, des professionnels qui se disaient mais ce soir, qui je vais avoir, qui est dehors, dans quel état un tel ou un tel va rentrer. C'était une véritable angoisse des professionnels, mais également une angoisse qui était partagée par les résidents, qui avaient vraiment une peur de se retrouver avec un professionnel qui les refuse à l'entrée, par exemple, ou qui est un moment de conflit qui se mettent en place. Et dans le diagnostic, une dernière chose qui est ressortie, c'est bien sûr la difficulté de l'accompagnement vers le soin, d'où l'importance aussi de construire des passerelles, des partenariats entre nos structures de soins et les structures d'hébergement et d'accueil qu'a permis, je vais aller rapidement dessus, qu'a permis la formation, un fort engagement de tous les professionnels, une valorisation, permettent à tous aussi d'avoir un socle commun de connaissances, que ce soit un socle commun de connaissances qui soit partagé entre l'ensemble des professionnels, une évolution des représentations, et un important travail sur les pratiques de chacun et essayer d'être sur des pratiques communes à l'ensemble de la structure. Et on a commencé, grâce à cette formation, un début de réflexion sur les évolutions possibles dans la structure. On a en parallèle donc la formation, on a également mis, et ça c'est quelque chose d'important, c'est des ateliers auprès des résidents. Comme l'a dit Souleymane tout à l'heure, il y avait une inquiétude de certains professionnels, mais aussi de certains résidents en se disant tiens, on va autoriser l'alcool, il va y avoir des bars dans la structure, ça va être un petit peu n'importe quoi. Vous me direz, je souligne ça, mais on a la même perception dès qu'on parle par exemple de légalisation ou dépénalisation d'un autre produit, par exemple du cannabis. On a les mêmes remarques dans la population, ce qu'on a retrouvé ici avec cette autorisation de l'alcool. Donc des ateliers qui ont permis de libérer la parole sur les questions de l'alcool, de parler plus facilement d'alcool, de remobiliser les résidents sur les questions de santé et surtout de déstigmatiser l'usage et la dépendance. Ça a permis aux hébergés de pouvoir exprimer leurs doutes, leurs craintes sur le projet. Et ça a été un moyen aussi de leur donner la parole. Et cette parole, elle était aussi importante pour pouvoir permettre le changement, puisque là, on a été vraiment dans une démarche qui est une démarche communautaire. Communautaire dans le sens, c'est que les hébergés ont été partie prenante complètement du projet. Il y a eu des réunions donc, entre résidents et l'équipe, et ces réunions ont permis d'analyser les intérêts et les limites du règlement de fonctionnement, de voir ce qui étaient les avantages et les inconvénients du règlement de fonctionnement et de son éventuelle évolution, et la réflexion sur les modalités d'autorisation de l'alcool, qui a été quelque chose qui a été construit avec les hébergés. Pouvoir consommer dans le centre, mais de façon encadrée, c'était d'autoriser la consommation d'alcool dans les espaces privés uniquement, et de prévoir un accompagnement des personnes en difficulté avec l'alcool vers le soin, de construire cette passerelle vers le soin. On est arrivé en octobre 2016, je te laisse la parole, en octobre 2016, on est arrivé sur un moment on a
on a fait un travail d'analyse des problématiques donc, dans la structure avec un interdit de l'alcool. Et en novembre donc, 2016 a commencé donc, une autorisation encadrée de l'alcool dans la structure, qui a permis aussi d'être, pendant ce mois de novembre 2016, a permis d'évaluer aussi cette autorisation de l'alcool. Et je me tourne vers toi pour que tu puisses nous partager avec nous quelques résultats de ce changement important pour votre centre d'hébergement. Juste quand même un petit mot par rapport à ce que vient de dire Franck, c'est que n'eût été cette phase par laquelle on est passé, phase de formation, d'information, d'atelier, pour que tout le monde, tous les acteurs, enfin tous les protagonistes de ce projet, aussi bien hébergés que salariés, s'approprient donc ce projet. Je pense que n'eût été donc le passage de toutes ces phases, je ne pense pas qu'on serait arrivé là aujourd'hui. Bon, d'abord, le CHRS Georges Dunant est une grosse équipe parce qu'il y a 10 salariés. Et donc, parmi ces 10 salariés, il y a des éducateurs spécialisés, il y a un chef de service, il y a un agent d'entretien, mais aussi il y a ce qu'on appelle chez nous à Emmaüs les ASE, c'est-à-dire auxiliaires socio-éducatifs, qui sont vraiment dans le lien quotidien avec les accueillis. Alors, donc, c'est une grosse équipe et effectivement, je pense qu'aujourd'hui, on peut dire que vraiment, on s'est vraiment approprié donc, ce projet. Tout le monde est vraiment complètement investi et c'est pour cela qu'aujourd'hui, on peut dire que ça a donné quand même des résultats probants. Ça a donné des résultats probants parce que donc, ce qu'on peut retenir aujourd'hui, et comme Franck vient de le dire, depuis seulement novembre, l'autorisation a été donc... D'abord, novembre, il y a eu un test et à partir de janvier, donc il y a 6 mois, on peut dire maintenant que l'autorisation est actée. L'autorisation encadrée, donc entre guillemets, est actée. Il y a eu un avenant d'ailleurs qu'on a fait signer aux hébergés et qu'on va donc introduire dans le règlement de fonctionnement de la structure. Donc c'est écrit en clair et en gros caractère, donc la consommation d'alcool est autorisée. Mais c'est une autorisation encadrée. Alors, donc au niveau du bilan que moi je pourrais donc qualifier sans aucun problème de positif, c'est que nous avons retenu déjà une chose, c'est que 3 personnes ont accepté de s'inscrire dans une démarche de soins, ce qui était loin d'être gagné. Parce que, bon, si la problématique d'alcool concerne tout le monde dans cette structure, bon, j'avais dit au départ que nous avons 54 accueillis. Bien entendu, ce n'est pas tout le monde qui boit de l'alcool, mais il y a quand même une bonne quinzaine de personnes, ou même vingtaine, qui consomment, mais il n'y a que 5 personnes qu'on a identifiées comme étant des alcoolodépendants, des personnes qui ont réellement de sérieux problèmes d'alcool. Et parmi ces 5 personnes, il y en a 3 qui ont accepté donc une démarche vers le soin. Et ça, pour nous et pour l'équipe, c'était quand même vraiment une victoire. C'était quelque part une reconnaissance de l'implication jusqu'au bout de ce projet, parce que 3 personnes acceptent d'aller vers le soin, ce qui n'était pas le cas avant, en tout cas, d'initier ce projet dans le centre. Sauf que, malheureusement, les 3 personnes sont revenues et ont rechuté. Bon, donc là, je pense que le débat est ouvert. C'est juste pour voir aussi, est-ce qu'il n'y a pas une possibilité de l'après-post-cure, que les personnes ne reviennent pas dans les mêmes structures, parce qu'après, rapidement, ils retournent dans les mêmes pratiques, ils rencontrent les mêmes fréquentations, et puis c'est des petits bars du quartier, donc voilà, ils retombent aussitôt, quoi. Donc là, la réflexion est déjà engagée. On en a parlé même avec la direction. On est en train de voir est-ce qu'il ne faudrait pas trouver une formule pour qu'en tout cas les personnes ne reviennent pas sur la même structure. Alors nous avons aussi remarqué que tout le monde parle de l'alcool librement, ce qui est vraiment une nouveauté dans ce centre. Les personnes peuvent rentrer avec leur canette. Bon, on sait qu'ils rentrent directement dans leur chambre, ils consommeront dans leur chambre tranquillement. Et l'autre constat, non des moindres également, c'est que la femme de ménage, c'est-à-dire l'agent d'entretien, a remarqué que
Maintenant, les personnes prennent soin de leurs poubelles, ils mettent leurs canettes, ils attachent bien, ils le déposent juste à côté de l'entrée de chambre. Bon, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années, quoi. Donc pour nous, ça rentre un peu dans l'impact positif de ce projet. Alors, d'autre part, l'ambiance du centre a drôlement changé. Ça veut dire que c'est devenu très calme. Bon, on ne dit pas qu'il n'y a plus d'alcool, hein. L'alcool continue encore à être consommé, mais en tout cas de manière beaucoup plus rationnelle, beaucoup plus responsable. Moins d'excès. Moins d'excès, il y a la sécurité, il y a une certaine sécurité le soir. Avant, les personnes restaient dehors pour s'alcooliser le maximum et revenir vers 1h du matin, c'était extrêmement difficile à gérer. Là, on n'est pas, voilà, c'est loin d'être le cas. Alors, il y a une personne même, bon, pour terminer là-dessus, il y a une personne qui a accepté même de partir, tout simplement, parce qu'elle n'arrive pas à se soigner. Elle n'arrive pas, malgré tout cet accompagnement, malgré tout cet encadrement, elle n'a pas pu arrêter. Elle continue toujours à perturber tout le centre et qui a accepté de son propre gré de partir ailleurs. Il a dit, voilà, moi je trouve que ce projet est formidable, je trouve que vous avez fait beaucoup de choses et ce n'est pas moi qui vais perturber tout ce travail qui a déjà été fourni, quoi. Donc qui est parti, tout simplement. Bon, il y a aussi moins de nuisances, je trouve, sonores. Voilà, tout ça, on peut mettre ça dans le positif. Et je rajouterais... En une minute. Oui, on va essayer de... Ouais. On a aussi, aussi une des choses importantes, oui, c'est beaucoup plus de personnes participent aux ateliers collectifs dans la structure et aux moments collectifs, que ce soit les moments de repas, que ce soit l'ensemble des ateliers mis en place par les professionnels d'Emmaüs. Donc on a beaucoup plus de personnes qui participent à ces ateliers parce qu'ils sont acceptés avec l'alcool, parce qu'on les accepte même alcoolisés. Ils sont acceptés dans les structures, ils ne sont pas exclus de ces ateliers. Donc toute l'importance aussi pour insérer les personnes, aussi de les accepter avec leur alcool. Là, juste, je finis juste là-dessus, une évolution des représentations de tous, donc une approche collective, cohérente, partagée sur cette question. Et la question de l'alcool n'est plus la préoccupation principale. Ça permet aussi aux professionnels de travailler sur d'autres problématiques. Et personne ne souhaite revenir à un interdit de l'alcool, que ce soit les résidents comme les professionnels. Et ça a permis, comme tu l'as dit, Souleymane, des accompagnements individuels soient facilités. Si vous voulez en savoir un peu plus, il y a un livret de capitalisation qui a été réalisé par mes collègues, donc Alice Lanquette et Perrine Le Bourdet, qui vous retrouverez sur le stand de l'ANPA, ce petit livret de capitalisation. Il y a un rapport complet. Si vous nous envoyez un email à ma collègue Alice Lanquette, on pourra vous envoyer un document complet qui présente l'expérience, un document d'une 30aine de pages. Et bien sûr, vous pouvez aussi avoir des infos sur le site de l'ANPA ou en venant nous voir tout à l'heure sur le stand. On a été, voilà, c'est une expérience d'1 an et demi, 2 ans, donc c'est vrai qu'à expliquer comme ça en 20 minutes, en une demi-heure, c'est pas forcément un exercice facile. Merci beaucoup. Et je ne ferai pas de propos de transition pour laisser plus de temps à Mathieu. Alors, donc effectivement, il est 12h48. Mon estomac, je ne sais pas le vôtre, mais moi, il gargouille depuis une demi-heure. Je vais essayer juste de donner quelques pistes sur ce que nous, on a pu mettre en œuvre, qui est assez différent sur plein de points, mais l'objet, ce n'est pas tant de comparer, parce que je pense que toute expérimentation vaut d'être menée et que les discussions qu'on pourra avoir un jour entre nous sur ce qui nous relie et ce qui nous différencie seront extrêmement productives. Donc suite à ce travail dont je vous ai lu quelques extraits ce matin, on a commencé à travailler d'abord au sein de l'ANPA, j'étais encore à l'ANPA à ce moment-là, à explorer un petit peu le positionnement des acteurs de l'aide sociale autour des questions d'usage d'alcool et ce qui pourrait un petit peu se mettre en place. Donc on a tâtonné pendant très longtemps. Et puis à partir de 2009-2010, on a travaillé d'abord en allant visiter un peu les expériences qui se faisaient à l'étranger. Je vous invite beaucoup à aller le faire parce que
c'est là qu'on constatera qu'il y a vraiment des positionnements extrêmement fermés, un peu archaïques, en tout cas historiquement en France autour des questions d'alcool, et qu'ailleurs, si vous allez voir un peu ce qui se fait en Suisse, au Canada, aux États-Unis, en Allemagne, en Angleterre même, il y a des expériences assez intéressantes où on est un petit peu moins dans cette position, et à la fois de la prohibition, et aussi, parce que c'est quand même un piège, de l'idée selon laquelle le travail social serait un outil qui ferait que les gens entrent dans le soin. Moi, j'ai entendu tout à l'heure le docteur Hacknim qui disait que les travailleurs sociaux sont des addictologues. Ben, moi, je ne pense pas. Voilà, je pense que les travailleurs sociaux sont des travailleurs sociaux. Je pense que les addictologues sont des addictologues, encore qu'on peut discuter longuement de ce que ça signifie exactement. Mais toujours est-il que je pense qu'on explore les possibilités d'accueillir avec l'alcool, ou qu'on se pose la question de nos positionnements à l'égard des pratiques d'usage, de quelques pratiques d'usage qu'on parle, on doit partir de ce qu'on est, de ce qu'on fait, de où commence notre légitimité, de surtout où elle s'arrête, et qu'à la fois, on le fait pour le bien de la personne usagère, et on le fait aussi pour le confort de nos pratiques, et pour être à l'aise. C'est-à-dire que faire de la RDR alcool, c'est imaginer certes tous les possibles, mais c'est aussi toujours poser les limites de là où on est prêt à aller et là où on n'ira pas. Et il faut que ce soit clair pour nous-mêmes, et il faut que ce soit clair pour les personnes qu'on accompagne. Moi, je ne vois pas pourquoi un professionnel de centre d'hébergement s'arrogerait le droit d'être prescripteur de sevrage, par exemple, ou de décréter que la personne doit s'engager dans une démarche de soins si elle n'y est pas prête. Par contre, les travailleurs sociaux, en tout cas dans les lieux d'hébergement dont je vais parler, ils ont vocation à mettre à l'abri les personnes, premièrement. Et ça, c'est énorme. C'est particulièrement énorme pour les gens qui viennent de la rue et qui sont dans des consommations d'alcool importantes. Et on oublie trop souvent, elles le sont généralement depuis très longtemps, depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans. Et donc, quand elles arrivent vers nos dispositifs, elles ne sont pas demandeuses de projet. Il faut arrêter avec ça. Elles sont demandeuses de se poser, de se reposer, de récupérer, d'être retirées d'un contexte qui est extrêmement violent. Il ne faut pas oublier que quand on boit à la rue, ce qui va nous tuer, ce n'est pas l'alcool, c'est la rue. Donc la priorité absolue de nos différents dispositifs, c'est notamment ces personnes-là qui sont les plus fragilisées, c'est de leur offrir un espace où d'abord elles trouvent le repos dont elles ont besoin, et la mise à l'abri dont elles ont besoin, et la protection dont elles ont besoin. La réalité est que si on leur impose des règles qu'elles ne pourront pas tenir au regard de leurs pratiques habituelles d'usage, eh bien on voit que mécaniquement, il va y avoir un écrémage, et dans nos structures, dans les structures d'hébergement, finiront par ne rester que les gens qui ont encore le plus de ressources pour répondre à nos exigences. Donc, ce qu'on a fait à Marseille et puis ensuite ailleurs, c'est que nous, on a commencé par travailler à dire il faut absolument développer des offres pour les plus abîmés. Donc, le critère de sélection à l'entrée des Prytanes, qui était le premier dispositif où on a fait l'accueil avec alcool, c'était qu'en gros, c'était le lieu où seraient bienvenus les gens qui étaient, notamment en raison de leur consommation d'alcool, les plus tricards de tous les dispositifs de la région. Donc on a créé ce lieu-là qui est... Alors, ils ont fait toute une communication, c'est HAS, un gros opérateur social de Marseille, qui a fait toute une communication sur ce lieu qu'ils ont créé au prétexte qu'il était très écolo et avec une très faible consommation énergétique. Par contre, la consommation d'alcool est assez importante. Mais on y fait vivre le petit commerce local, parce que là-bas, c'est les coteaux d'Aix-en-Provence, et que les petits producteurs locaux sont ravis de participer à ce projet. Il est déjà 54. Moi, je vais vous dire quelques petites choses quand même. D'abord, en fait, sur ces questions d'alcool, il faut arrêter. Il n'y a pas besoin de mettre en place 25 milliards de procédures. En fait, tout est dit dans les textes. Tout est dit dans les textes, ce qui est autorisé, ce qui ne l'est pas,
ce que les gens peuvent se permettre, qu'ils soient alcoolisés ou pas alcoolisés, parce que vous savez, c'est très facile de dire de quelqu'un qui pète un plomb que c'est l'alcool qui le fait péter un plomb. Non, il pète un plomb parce que plein de choses dans sa vie, parfois même y compris nos attitudes à son égard, contribuent à le faire péter un plomb. Et c'est sûr que l'alcool favorise l'expression parfois légèrement outrancière des raisons profondes qui font péter un plomb aux gens. Mais arrêtons, ce n'est pas l'alcool qui rend les gens mauvais, qui les rend agressifs, qui les rend violents. L'alcool met à jour des colères, des violences, des agressivités, mais aussi parfois des besoins excessifs d'amour que les personnes qu'on accompagne gardent en elles et que lorsqu'elles sont sobres, elles ont pris l'habitude de le garder pour elles. Donc, ça y est, j'ai déjà perdu mon fil, mais voilà. Donc, premièrement, nous, notre idée, c'est que s'applique à des personnes, à ces personnes-là dont on parle, qui n'ont finalement pas grande différence avec ce que nous sommes nous-mêmes, exactement les mêmes règles qui s'appliquent à nous dans nos vies quotidiennes, en termes de ce que nous pouvons nous autoriser à faire et de ce que nous n'avons pas à nous autoriser à faire. Ça, c'est la première chose. Il y a quand même un texte dans la Constitution, dans le préambule, pardon, qui dit quand même, et il faudrait souvent un peu plus souvent s'en souvenir, qui dit « Rien de ce qui n'est N', interdit par la loi ne peut être empêché ». Voilà, donc essayons de nous demander pourquoi dans nos dispositifs, nos institutions, que ça concerne l'alcool ou autre, on passe notre temps à rajouter à de la loi qui dit déjà tout, des règles supplémentaires qui contraignent encore plus des personnes qui ont par définition, parce qu'elles sont en souffrance, difficulté à faire avec la règle. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, j'ai entendu parler de bars, j'ai entendu parler de collectifs. Nous, dans nos lieux, il y a des bars. Et pourquoi il y a des bars? C'est parce qu'on considère que plutôt que de demander aux gens de boire seuls, il vaut mieux qu'ils boivent à plusieurs. Parce que moi, quand je vais au bar, je ne fais pas n'importe quoi. Suivant le bar où je vais, je sais qu'il y a des règles et qu'il y a des comportements que je pourrais adopter suivant le bar, et puis d'autres bars où je ne pourrais pas du tout les adopter. Donc moi, je crois fermement en la capacité des personnes à développer des formes de régulation collective des usages dans ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Après, la règle, c'est, moi, je ne m'adresse pas, nous ne nous adressons pas aux gens qui ont des problèmes d'alcool. Nous, on s'adresse à tout le monde. Et le gros problème, c'est que les gens qui ont des problèmes d'alcool, pendant des années, ils ont des problèmes d'alcool, mais bien avant, ils n'avaient pas de problème d'alcool. Ils étaient comme tout le monde. Et lorsque le problème a commencé à se faire sentir, justement parce que nous n'étions pas là, et parce qu'ils considéraient qu'ils n'étaient pas encore concernés par des problématiques lourdes, type dépendance, type cirrhose, type pancréatite, tout ce que vous voulez, du coup, ils sont à l'écart de nos messages. Donc nous, on s'adresse à tout le monde, et on est très heureux de dire, mais vous n'avez aucun problème d'alcool, justement. C'est particulièrement avec vous qu'on a envie de parler, parce que généralement, quand le problème est là, en fait, contrairement à ce qu'on pense, c'est le pire moment pour en discuter tranquillement. Donc nous, il y a des bars, voilà, avec régulation des consommations à la fois par des usagers qui se précipitent et qui sont toujours ravis de pouvoir tenir le bar, par des professionnels, et c'est pour nous l'occasion, pour ceux qui le souhaitent, d'entamer des discussions autour de leur consommation, mais pour plein d'entre eux qui ne sont pas du tout disposés à s'engager ni dans des démarches de soins, etc., c'est enfin l'occasion simplement d'être reconnus pour ce qu'ils sont, tels qu'ils sont, et à nous, lorsqu'ils ne s'engagent pas dans une démarche de soins, pour le coup, et c'est là que le boulot est intéressant, à réfléchir un petit peu à qu'est-ce qu'on va faire, nous, de nos pratiques et de ce qu'on propose aux gens, en intégrant la réalité de leur consommation. Comment nous, travailleurs sociaux, on va réenvisager notre accompagnement social au regard de pratiques qui se donnent à voir et qui s'accompagnent. Les compétences pour faire de la RDR alcool, alors moi j'aime bien parler de picologie, parce que mon frère il est psychologue, donc moi je dis que je suis picologue. La picologie, c'est la compréhension des logiques d'usage qui sont propres à chacun. Voilà. Les consommations d'alcool ne sont jamais un problème. Les consommations d'alcool sont pour les personnes une solution ou une recherche de solution, et il se trouve que cette solution, par ailleurs, pose des problèmes, mais ce n'est pas du tout la même chose.
Et c'est pour ça que moi, j'encourage souvent les gens, au lieu de dire un tel a un problème d'alcool, dites plutôt, moi, en tant que médecin, en tant que travailleur social, en tant qu'accueillant, j'ai un problème avec la consommation de Monsieur X. Et là, vous êtes beaucoup plus dans le vrai. Et là, vous mettez la personne à sa juste place et vous lui offrez la possibilité, elle, de nommer, certes, ce qui lui pose problème dans ses usages, mais aussi tout ce qui fait que si elle consomme, c'est pas parce qu'elle veut se faire du mal, exactement comme Philippe, mais parce que ça lui fait du bien. Et que nous, c'est à partir de ça qu'on doit partir pour travailler à l'élaboration, ensuite, d'un possible projet autour de la qualité de vie de la personne. Mais la qualité de vie de la personne, c'est ni vous ni moi qui allons définir à sa place ce qu'elle veut en faire. On peut toujours dire ce qu'il faudrait qu'elle fasse pour être en bonne santé, mais il lui appartient à elle de dire ce qu'elle envisage comme qualité de vie, atteignable au regard de ce qu'elle a envie d'engager comme changement. Donc ça, c'était un autre aspect important de ce que je voulais dire. L'autre chose, c'est que on met en place, quand on fait l'accueil avec alcool, on met en place plein de choses, plein de protocoles, plein de règles. C'est exactement ce qu'on fait avec grand plaisir à Valgiros et aux captifs. Mais la réalité, c'est que l'expérience me fait dire, c'est qu'en vrai, tout ce travail-là, très honnêtement, il sert surtout à rassurer les institutions et les professionnels. Voilà, en vrai. Donc au début, on met plein de règles. Et puis au fur et à mesure, on se dit, mais cette règle, est-ce qu'on se la... Et je trouve que c'est une bonne façon d'observer les règles. Est-ce que dans notre vie de tous les jours, ces règles-là, on en voudrait pour nous? Voilà. Non. En fait, souvent, on répond non. Et petit à petit, on se rend compte que finalement, ce qu'on doit travailler, c'est pas l'alcool, c'est la place de chacun. C'est le vivre ensemble. C'est l'acceptation des uns par les autres. L'acceptation de ceux qui boivent, d'avoir à côté d'eux, à leur côté, des gens qui ne boivent pas. Et alors à ce propos, je voudrais quand même préciser que notamment au Prytanée que j'évoquais tout à l'heure, ce bâtiment à faible consommation énergétique mais à forte consommation alcoolique, dans ce lieu de vie, des gens vivent, continuent de vivre en faisant le choix d'arrêter de consommer et continuent de partager leur lieu de vie avec des gens qui, eux, continuent de consommer. Donc oui, c'est aussi possible. L'autre chose, c'est que beaucoup de professionnels, et je ne rentrerai pas dans le détail, pensent que travailler cette question-là et l'intégrer à leur pratique va leur demander de gérer en plus des choses. En fait, ce que ça produit, c'est que ça leur demande de gérer en moins des choses et de se concentrer beaucoup plus sur leur mission, sur leurs compétences, sur leur légitimité. Donc, il faut y aller, il faut expérimenter et il faut toujours s'attacher non pas à évaluer les alcoolisations, les projets de soins, mais évaluer bien plutôt les conséquences des alcoolisations et ce que les gens ont à dire de l'idée qu'ils se font de leur qualité de vie. Et puis après, il faut effectivement travailler avec tous les effecteurs du soin et de l'aide sociale pour que des gens qu'on va accueillir pour ce qu'ils sont cessent d'être confrontés, dès qu'on les oriente vers le droit commun ou vers un dispositif de soins généraliste, à des gens qui vont leur dire, parce que c'est ça qui tue, qui vont leur dire « Monsieur, madame, encore un verre et vous êtes mort ». Donc travaillons à ça, faisons-le tranquillement. Vous n'avez pas à devenir addictologue, vous avez juste à faire votre travail parce qu'il y en a besoin. Vous savez que je m'adresse particulièrement aux travailleurs sociaux, mais les médecins, particulièrement pour l'alcool, on en a besoin tard, assez tard. Alors que les travailleurs sociaux, on en a besoin très tôt. Parce que bien avant, pour les personnes consommatrices d'alcool, d'avoir des difficultés somatiques, des pathologies lourdes, ils ont d'abord des difficultés sociales. Et donc, il faut vraiment que de plus en plus, on apprenne à être présent et à cesser de simplement mesurer la nécessité de nos interventions à l'aune d'une alcoolodépendance qui arrive souvent assez tardivement, qui parfois d'ailleurs n'arrive jamais, et qui finalement, du coup, a trop tendance à constituer l'alpha et l'oméga de nos philosophies d'intervention. J'arrête là parce qu'il est 13h04 et que voilà. Merci beaucoup.
Ah, mais moi, enfin, je sais pas vous, on est là, allez-y, ceux qui veulent aller manger. Protocole de mise en place, d'expertise, de diagnostic. Concrètement, comment ça se passe au quotidien? Où est-ce que les personnes ont le droit de consommer? Dans leur chambre, dans les parties communes, jusqu'à quel niveau? Qu'est-ce qui limite la consommation quand c'est excessive, etc. Enfin, vraiment dans le très factuel. L'alcool Merci. est autorisé dans les chambres, dans les parties privatives. Ça a été un choix qui a été mis en place avec les hébergés, les professionnels. C'était vraiment de le garder, de protéger des lieux collectifs. Pour aussi une raison, c'est que le centre il y a une salle collective qui est aussi où les quelques femmes du centre sont souvent présentes. Et il y avait beaucoup de réticence de leur part d'avoir un lieu avec où l'alcool était autorisé dans cet espace. Donc ce sont dans les parties privées que l'alcool est autorisé. Les personnes peuvent se balader avec de l'alcool. On a eu même dans des ateliers des personnes qui sont venues avec leurs canettes. Voilà. Donc il y a une autorisation dans les parties privées et dans certains moments collectifs, l'alcool va être autorisé. Par contre, je précise, effectivement, c'est une question pertinente parce qu'au centre Georges Dunant, il y a des chambres individuelles, mais il y a aussi des chambres à deux. Et effectivement, ça se complique quand c'est une chambre à deux, où il y en a un qui consomme et l'autre qui ne consomme pas. Effectivement, on a quand même anticipé pour dire aux concernés qu'effectivement, on va être vigilant parce on peut consommer, certes, parce que là, maintenant, c'est officiel, mais il faudrait respecter l'autre, justement. Et ce qu'il faut dire, c'est que jusqu'à présent, on n'a pas en tout cas eu de plaintes. On n'a pas eu de plaintes, donc c'est parfait. Je reviendrai sur ce qu'a dit tout à l'heure Mathieu aussi, c'est que le projet était pour toutes les personnes qui consomment de l'alcool. Le projet n'a pas été mis en place pour les personnes qui sont en difficulté ou qui sont dépendants de l'alcool. C'est un projet pour l'ensemble. Donc on a des personnes qui, le samedi, ça leur permet de consommer de l'alcool avant de sortir dans la structure. Et c'est des personnes qui ne sont pas, qui n'ont jamais été identifiées comme en difficulté avec l'alcool. Donc ça concerne tout le monde, tous les usagers. Par contre, la question qu'on n'a pas encore réglée, c'est le retour sur le centre. Là, par contre, c'est une grosse, c'est une grande interrogation pour nous. On était au comité de direction de l'association Emmaüs il y a 10 jours de ça. C'est quelque chose qu'on soulevait. C'est ce retour aussi après, pour des personnes qui ont fait le choix de faire une cure, post-cure, c'est le retour sur les structures et la difficulté. Et aussi peut-être l'importance de développer des lieux protégés pour ces personnes au retour du soin. C'est quelque chose sur lequel on souhaiterait aussi qu'on pourrait développer, qu'on souhaiterait travailler. Je vais juste rajouter au gars de Marseille, là, c'est super l'approche qu'il y a. Je pense que c'est plus comme ça qu'on va sortir les gens de leurs problématiques, mais pas que d'alcool. C'est un tout, parce qu'apparemment le travail social, il s'est spécialisé dans la dictologie, je sais pas. J'ai l'impression que quand on est hébergé, on est coupable. J'ai l'impression que finalement, j'ai quand même fait 4 ans de CHRS et pas des moindres. Il y en a qui sont ici aujourd'hui. Et on se demande pourquoi on ne participe pas à tout ça au niveau des personnes accueillies, parce qu'on va aussi parler de participation. Ça va rajouter au truc. Je comprends qu'il y en a qui ne sont pas prêts à tout entendre, parce que expérimentation, ça fait penser à laboratoire. Hein, et on n'est pas des objets de laboratoire, je vais rester correct. On n'est pas des objets de laboratoire. Je veux dire que j'ai l'impression qu'il n'y a que les personnes qui vivent en CHRS qui picolent. Je dois me tromper. Je dois pas avoir les yeux ouverts quand je sors le soir. C'est tout de suite on est coupable. Voilà. Alors vous avez un règlement qui en fait vous êtes hors la loi. C'est pas nous qui sommes hors la loi. Vous inventez des lois. C'est-à-dire que tout à l'heure, comme il a dit, ouais, qui est-ce qui voudrait vivre avec tout ça au-dessus de la tête? Eh ben, je pense qu'il n'y en a pas un dans la salle. Hein. Et quand vous dites qu'il y a 3 personnes qui ont adhéré à un protocole de je ne sais pas quoi, c'est parce qu'ils sont hébergés chez vous et que ça remet en cause le renouvellement à l'hébergement. Oh, absolument voilà. pas, non.
Juste pour revenir sur ce que vous avez dit, expérimentation, c'est pour vous faire penser à quelque chose d'animal, mais c'est expérimentation, c'est aussi pour montrer que les choses ne sont pas gravées dans le marbre. On peut revenir en arrière, c'est ça aussi une expérimentation, c'est expérimenter pour voir quelque chose, pour voir si ça marche ou si ça ne marche pas. Je vais revenir juste sur l'expérience, sur cette expérimentation, je reviens sur le mot, qui a été construite avec les résidents de la structure, qui ont été là sur tous les moments d'échange, c'est eux qui ont été force de proposition. Donc ce n'est pas quelque chose qui est venu des professionnels, mais qui est quelque chose qui a été co-construit. Et je reviens là-dessus et je le défendrai toujours parce que c'est une réalité. Je pense que ce projet n'aurait pas pu voir le jour ou n'aurait pas été un succès s'il n'avait pas été fait avec les résidents et l'ensemble des résidents de la structure. Alors moi, donc dans votre intervention, vous avez parlé d'autorisation encadrée, c'est-à-dire de consommation encadrée d'alcool. Par exemple, vous autorisez quelle quantité? Il n'y a pas de quantité autorisée pour simple raison, c'est que les quantités sont différentes selon chaque personne. Il y a des personnes qui ont développé une tolérance, une résistance à l'alcool beaucoup plus importante, une accoutumance beaucoup plus importante que d'autres. Donc on n'a absolument pas mis en place de quantité d'alcool que les gens peuvent rentrer dans la structure ou peuvent consommer dans la structure. C'est complètement c'est à la carte, c'est selon chaque consommateur. On ne peut pas coller une consommation à l'ensemble des consommateurs. Il y a des personnes qui ont besoin de consommation très importante, d'autres de consommation beaucoup moins importante. D'accord. Dans vos centres, vous recevez des patients qui suivent des traitements, par exemple, contre l'hépatite C, par exemple. Donc, cette personne peut continuer à consommer de l'alcool? Là, vous parlez des centres d'Exapa ou de vos centres là. De centre-là, je ne comprends pas. Le centre Georges Dunant. Ah, au niveau de l'hébergement ? Voilà. Bon, écoutez, ce qu'il y a, c'est que bon, on ne peut pas en parler ici pour voir est-ce qu'on peut concilier entre quelqu'un qui a l'hépatite C et qui continue à boire de l'alcool. Mais je sais qu'au niveau du centre, on essaie quand même de voir ça avec le travailleur social qui est référent et qui essaye sur une réduction de la consommation. Il travaille là-dessus. C'est le travail social qui répond par rapport à ça. Excusez-moi, mais du coup, vous parlez d'hépatite C, mais d'une manière générale, c'est exactement. C'est-à-dire quand vous êtes consommateur d'alcool qui est, on va dire, en difficulté avec vos consommations ou qui a des motifs pouvant justifier d'une prise en charge, non seulement vous souffrez d'alcool, mais vous souffrez surtout de ce qu'on va appeler les inégalités sociales de santé. C'est-à-dire que non seulement on ne va pas vous proposer des accompagnements adaptés pour vous aider à aller mieux avec votre alcool, mais en plus, chaque fois que vous allez aller voir un dentiste, un hépatologue, un somaticien, etc., le fait que vous soyez usager d'alcool va en plus vous porter préjudice. Et l'un des très bons exemples qui se cache derrière ce que vous dites, c'est qu'on a affaire à des populations qui ont pour caractéristique, contrairement à ce qu'on pense très souvent, d'être surmédiquées. Et que la réalité de la plupart des surmédications qu'elles se voient imposer, c'est notamment le fait que les traitements qu'ils ont, ou qu'elles ont, ces personnes-là, sont complètement contre-indiqués dans le cadre de la consommation concomitante d'alcool. Et la réalité, c'est qu'on contribue à dégrader l'état des personnes en leur imposant la prise régulière de traitement ou des tentatives d'inscription dans des démarches de soins qui ne sont pas elles-mêmes adaptées à la consommation d'alcool. Mais ça, il y a plein d'exemples. Après, pour ce qui concerne spécifiquement l'hépatite C, c'est fini ça aujourd'hui. L'accès au nouveau traitement hépatite C, non seulement ne doit pas être conditionné à un arrêt de l'alcool, mais même les personnes identifiées comme ayant des consommations importantes d'alcool doivent être aujourd'hui prioritaires avec les personnes usagères de drogue dans l'accès au nouveau traitement hépatite C. Donc ça, il faut... Voilà. Oui. Alors, j'avais pas forcément une question, mais juste une petite réflexion. Tout à l'heure, le docteur Galichon, si mes souvenirs sont bons au niveau du nom, parlait de 75% des sans-abri qui sont touchés par l'alcool. C'est ça ? 75%, le chiffre, c'est ça ? Alors, alors, c'est très étonnant, mais cette question des chiffres, les extraits dont je vous ai lus, il y a aussi tout un travail auprès des professionnels de l'aide sociale.
Dans une même structure, vous prenez un CHRS, vous demandez à une équipe, à chaque personne d'une équipe, à combien elle estime le pourcentage de personnes au sein de la structure qui ont des problèmes d'alcool. En général, une même équipe, chaque professionnel, ça va aller de 30 à 90%. Après, il faut savoir, parce que ce que dit l'étude de l'INSEE, là, le François Beck qui nous a fait faux bon, je suis désolé, mais il y a une chose importante qui est dite dans cette étude, c'est que, contrairement à ce qu'on croit, les personnes à la rue ne boivent pas plus d'alcool que vous et moi. Mais alors, par contre... Je voulais en venir justement ici. Je suis désolée de vous couper, Monsieur Fiolaine. Faites donc. Merci beaucoup. Mais par contre, ce qu'on sait, c'est que ces 100% de personnes sont par contre touchées par le sans-abrisme. C'est-à-dire qu'elles sont dehors. Je rejoins votre propos de tout à l'heure. C'est pas forcément l'alcool qui les tue, c'est la vie à la rue. Et je me demande quand est-ce que ce problème du sans-abrisme et des personnes à la rue va être sérieusement pris au sérieux par les politiques publiques. Et je me demande s'il faut qu'on passe par la reconnaissance que c'est un problème de santé publique, de vivre à la rue. Il y a des personnes qui sont touchées par l'alcool, les personnes meurent très précocement par la vie à la rue. Voilà, donc est-ce que ça touche ce domaine-là? Qu'est-ce qu'on peut faire pour aussi avoir une parole, un plaidoyer dans ce sens-là auprès des politiques publiques pour œuvrer contre le sans-abrisme? Entièrement d'accord. Alors, moi, je suis entièrement d'accord avec ça, et je vais même vous dire que cessons l'hypocrisie. On fustige certains addictologues qui au prétexte qu'ils développeraient des stratégies visant à éviter qu'il y ait trop de gens de la rue qui viennent emboliser leur dispositif. Mais moi, la réalité que je vois dans l'accompagnement des personnes qui ont des problématiques alcool, c'est que quand il y a de l'exclusion sociale, en vrai, le travail de fond autour de qu'est-ce qui fait qu'on a tel type de rapport au produit, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour le modifier, etc., il n'est pas possible en réalité. Il faut arrêter avec ça. Donc c'est un peu logique. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il ne faut plus que les gens soient à la rue. C'est pas compliqué. D'ailleurs, que ce soit la nuit, mais que ce soit au vu d'aujourd'hui des conditions de vie dans la rue, y compris la journée, avec le durcissement des lois, avec des trucs absolument iniques. Nous, donc ce sera la nuit, mais ce sera aussi le jour. Et j'en profite d'ailleurs simplement pour vous dire qu'on travaille aujourd'hui avec les captifs, avec Sharon. On est en train de réfléchir à la création d'un accueil bistrotier à Paris, qui sera un accueil de jour où les gens pourront venir consommer l'alcool dont ils ont besoin en toute sécurité. Parce qu'ils n'ont rien à faire dans la rue où ils sont menacés en toutes circonstances. Voilà. Durant cet atelier. Donc voilà, on va pouvoir passer à l'atelier numéro 5. Non, c'est une blague. On va pouvoir aller déjeuner.